très heureux de voir que vous êtes nombreux à venir écouter, assister, regarder ce débat organisé en partie par l'hebdomadaire Politis, dont je suis un des journalistes. Et c'est moi qui vais animer le débat donc, entre Marie-Monique Robin pardon, et Alain Coulombelle. Juste, on a eu l'idée de ce débat suite à la publication chacun d'un de leurs livres, une publication tout à fait récente. Peut-être vous avez sans doute vu, j'essaye de le montrer. Ça, c'est le livre de Marie-Monique Robin qui s'appelle donc La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé publique. C'est avec la collaboration d'un chercheur épidémiologiste qui s'appelle Serge Morand. Et on a également avec nous Alain Coulombelle, donc, qui a publié Chronique d'un emballement planétaire, vivre au temps du coronavirus sur la planète. C'est aux éditions Libres et Solidaires. Alain Coulombelle, qui est économiste, je pense que beaucoup de gens le connaissent parmi vous, qui est aussi porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, les présentations sont faites. Pour que les gens, puisque j'ai demandé de couper les micros parce que sinon on n'allait pas y arriver, si vous avez des questions ou des réactions, vous pouvez aller en bas de la fenêtre Zoom et appuyer sur Converser et vous pouvez envoyer vos questions sur Converser ou vos remarques. Enfin voilà, on essaiera d'en tenir compte pendant l'échange. J'ai appelé ça un débat, ce sera plutôt un échange ou pour pas parler de conférence, qui est peut-être un peu pompeux, mais voilà, puisque je pense que Marie-Monique Robin et Alain Coulombelle ne seront pas forcément dans un débat ou dans un duel forcément très opposé. Voilà. Peut-être pour commencer, alors après tous ces événements, j'avais peut-être envie de commencer avec Marie-Monique dans le sens où son livre traite beaucoup des causes de la pandémie et de l'effet du désastre environnemental qui menace la planète depuis plusieurs décennies et dont le Covid pourrait bien être une des... Oui, le livre dans l'introduction du livre de Marie-Monique, tu dis en gros à 3 reprises sur 3 paragraphes très détaillés, en gros, cette pandémie a l'air d'avoir surpris tout le monde, mais on savait. Alors, on savait. Qu'est-ce qu'on savait, Marie-Monique? Oui, alors, quand je dis on savait, alors moi, je suis une passeuse, hein, donc j'ai interviewé pour faire ce livre 62 scientifiques sur 5 continents qui sont infectiologues, parasitologues, virologues ou anthropologues, médecins vétérinaires, enfin, etc., qui ont tous en commun qu'ils se revendiquent d'une discipline, j'allais dire chapeau, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui s'appelle la disease ecology en anglais, l'écologie de la santé. Et donc, je ne fais que transmettre ce qu'ils m'ont dit, en fait. Hein. Et effectivement, ils disent on savait parce que on parle beaucoup de cette Covid-19, mais avant, il y a eu Ebola, 1976, je ne remonte que les années 70. Hein. Le sida, qui est une maladie zoonotique, donc d'origine animale, hein. Et puis chikungunya, Zika, le Nipah, le MERS, enfin, la liste est très, très longue. Donc voilà, et on savait parce que ces scientifiques que j'ai interviewés, depuis au moins une quinzaine d'années, en tout cas pour Serge Morand, donc, que j'ai associé à ce livre, c'est presque 20 ans en fait, hein, ils ont identifié les causes qui font qu'à un moment, un virus hébergé dans une chauve-souris depuis la nuit des temps va sortir du bois, parce qu'on le sort du bois en fait, nous c'est les humains, quoi. Et ils ont identifié les facteurs qui font que, eh bien, il y a donc un risque pandémique, hein, voilà. Et ces facteurs sont d'origine anthropique et écologique, voilà. Donc, on savait parce que moi, quand je les interviewe, donc c'est pendant le premier confinement,
Évidemment, c'est un livre de confinement, hein, donc comme on fait ce soir, hein, par Skype ou par Zoom. Ils sont très déprimés. Ils m'ont autorisé à le dire, donc je l'ai écrit, hein, parce qu'ils s'attendaient à ce qui se passe là. Et, voilà. Et puis, comme on ne les a pas écoutés, eh bien, ils sont très inquiets parce qu'on va en reparler, hein, sur la manière dont on gère cette crise sanitaire et sur le fait qu'on n'anticipe pas pour prévenir les suivantes. Parce que ce qu'ils disent aussi, c'est que cette pandémie-là, ce n'est rien du tout. Je suis désolé de vous dire ça, mais il faut dire ça avec prudence parce que ça peut être mal compris. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'un virus zoonotique qui tue moins de 0,1% de la population, enfin des gens qui sont contaminés, évidemment, c'est toujours trop parce que voilà, c'est pas la question. La question, c'est de comparer avec Ebola, par exemple, qui tue 60 à 80% des personnes qui sont contaminées, ou d'autres virus qui pourraient venir et qui seront bien plus mortels. Et donc, ils disent, voilà, il faut qu'on prenne le mal à ses racines et donc avoir une vision à moyen et long terme pour que les causes soient éradiquées. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent on savait. Alors, ils disent on savait et ils disent en même temps, si on ne s'attaque pas aux causes, eh bien, nous sommes entrés dans ce qu'ils appellent, Serge Morand par exemple, une épidémie de pandémie, donc ce n'est pas très rassurant, et ils disent aussi une ère de confinement chronique. C'est-à-dire qu'on va se balader tout le temps, je spoilais mon masque, il y en a partout, avec un masque dans un sac. Voilà. Donc en gros, c'est ça, on savait. Alors, c'est pas très réjouissant, mais en même temps, moi, depuis que mon livre est sorti, j'ai eu beaucoup de messages et je suis très heureuse de ça parce que les gens me disent quand même, quand on identifie bien les causes comme c'est fait là, eh bien, ça veut dire que, d'abord, ça remet de la cohérence dans ce grand bordel dans lequel nous sommes depuis un an, et puis ça veut dire qu'on peut agir parce que si tu identifies les causes, eh bien, on peut agir. Donc, voilà, c'est aussi quelque part une bonne nouvelle. Voilà. Alain, tu veux réagir ou... Oui, je dirais par rapport à ce que vient de dire Marie-Monique, qui fait écho de ces entretiens avec plus d'une centaine de scientifiques. Hein. C'est non seulement on savait, mais on sait aussi, effectivement, comme vient de le dire Marie-Monique, que ce n'est pas fini et que l'idée qu'il y aurait, si la politique de vaccination arrive à fonctionner, à être efficace, etc., etc., on pourrait demain revenir à une situation normale, ça, c'est un véritable leurre dans lequel, effectivement, on cherche à nous introduire, que ce soit au niveau des responsables politiques, économiques, etc., comme si demain, effectivement, on pouvait se débarrasser définitivement. D'ailleurs, on a cru ces 20 ou 30 ou 40 dernières années qu'on était enfin débarrassé des virus et que le danger virémique, en fait, finalement, on l'avait écarté grâce aux campagnes de vaccination, grâce à l'hygiénisme, grâce à je ne sais quoi, et que du coup, finalement, on était sorti de ce qui a toujours été une peur dans les sociétés humaines, qui est la peur pandémique. Ce n'est pas une nouveauté. Simplement, avec les 30 Glorieuses, les années, la seconde moitié du XXe siècle, on a cru qu'on était sorti enfin de la peur pandémique. Aujourd'hui, ce que effectivement la Covid est en train de nous montrer de manière éclatante, c'est que non seulement on n'en est pas sorti, mais que l'avancée civilisationnelle des 50 dernières années fait que les pandémies vont devenir de plus en plus non seulement brutales, mais planétaires. C'est ça qui est quand même, qui nous interroge aujourd'hui dans ce que nous sommes en train de poursuivre, de vivre, pardon. D'ailleurs, on poursuit aussi, hein, on poursuit le virus quelque part, hein, et comme on n'arrive pas à le maîtriser, on n'arrivera évidemment pas à maîtriser ces mutations, et comme l'a dit Marie-Monique, probablement que des mutations à venir sont déjà en cours dans les échanges planétaires actuels, et que le virus à venir sera peut-être encore plus virulent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous n'en avons pas fini avec le virus. Et c'est d'ailleurs pour ça que, d'une manière un peu humoristique, j'intitule la conclusion de mon bouquin Coronacène, enfin bon, évidemment, avec l'évocation de Anthropocène, hein, l'entrée de l'humanité dans une nouvelle époque géologique. Bon, quelque part, nous sommes entrés peut-être effectivement dans l'époque des coronavirus. Hein, et quelque part,
l'idée qu'on pourrait s'en sortir demain uniquement à travers une politique de vaccination efficiente est un leurre absolu. Mais Marie-Monique pourrait mieux en parler que moi. Évidemment, ça dépend de tout un tas d'autres facteurs que sont la biodiversité, etc., etc. Mais là, je préfère laisser la parole à Marie-Monique. Oui, justement. Alors là, je vois Marie-Monique, vas-y. qui pose une question. On savait quoi exactement? Donc, oui, voilà. Oui. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que, donc, je fais le plus court possible, hein, parce qu'après, il y aura peut-être des questions pour avoir plus de précision, mais les agents pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Il y en a beaucoup, là, il y a une grande biodiversité animale, végétale, y compris. Donc, c'est sous les tropiques, c'est dans les forêts primaires. OK? Et donc, quand on se dit ça, ben voilà, ben on se dit, il n'y a qu'à raser toutes les forêts, puis comme ça, on sera débarrassé, puisqu'ils sont là. Hein. Et donc, ils sont où? Ben, ils sont dans 3 réservoirs principaux qui sont dans l'ordre les rongeurs, les primates et les chauves-souris. Donc, on s'est dit, ben voilà, il y en a qui ont dit ça d'ailleurs, hein, ben, on n'a qu'à exterminer tous ces animaux et on sera débarrassé du risque infectieux. Sauf que disent les études? C'est que c'est tout le contraire qui se produit. Vous verrez par exemple comment Serge Morand et d'autres ont démontré que si on prend par exemple en Asie, mais c'est vrai aussi en Amérique latine ou en Afrique, là, dans ces hotspots de biodiversité, la carte des foyers épidémiques qu'il y a eu au cours des 50 dernières années, la carte des espèces menacées d'extinction et la carte de la déforestation, ces 3 cartes se superposent. D'accord? Donc voilà. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, quand on continue, c'est ça qui m'a le plus fasciné, moi, parce que moi, la biodiversité, si vous voulez, depuis Le Monde sur le Monsanto, enfin, tous ces films et livres que j'ai fait, évidemment que je me suis intéressée à la biodiversité, mais d'un peu loin, en fait, comme tout le monde. Enfin, c'est-à-dire, ben, voilà, quand l'IPBES vous annonce que l'équivalent du GIEC hein, pour la biodiversité, qu'il y a 1 million d'espèces qui sont menacées, vous dire, ah là là, c'est très... Voilà, et c'est angoissant, et puis on n'a pas envie, etc. Mais là, ce qu'ont démontré ces scientifiques, et c'est totalement inconnu, vraiment du grand public et a fortiori des politiques, ils ont mis au jour des mécanismes qui font que la biodiversité réellement protège la santé, rend un service de régulation des maladies, et notamment du risque infectieux. Comment? C'est ce qu'ils ont appelé l'effet dilution, qui est contre-intuitif en fait, hein, parce que je vous ai dit, plus il y a de biodiversité, plus il y a d'agents pathogènes potentiels, n'est-ce pas? Et donc, voilà, c'est contre-intuitif parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que quand vous êtes dans une forêt primaire qui n'a pas été touchée par l'homme, ou en tout cas qui est bien préservée, le risque infectieux opère à très bas bruit. Et c'est ce qu'on appelle donc l'effet dilution. Alors, l'exemple qui est souvent donné, et ce sont 2 Américains qui ont mis au jour ce mécanisme, c'est l'exemple de la maladie de Lyme. Alors, on dit Lyme parfois, enfin, aux États-Unis. Donc, vous savez que c'est une maladie qui est transmise par des tiques qui sont infectés par une bactérie dont ces Américains ont découvert qu'aux États-Unis, le réservoir de la bactérie, c'est un rongeur qu'on appelle la souris à pattes blanches. Alors, en Europe, c'est un autre réservoir, mais ça ne change rien sur le fond. Hein. Et la souris à pattes blanches est une famille très particulière de souris. Bon. Et donc, voilà, quand vous avez une tique qui est sur une branche et qui attend une herbe, que passe un mammifère, un oiseau, n'importe quoi pour son repas sanguin, évidemment, elle ne fait pas la fine bouche entre une souris à pattes blanches qui porte la bactérie et puis des autres mammifères qui ne portent pas la bactérie, y compris d'autres espèces de rongeurs ou un écureuil, etc. Et donc, on comprend que plus il y a une grande biodiversité, voilà, elle va mordre n'importe ce qui passe par là, et donc la probabilité qu'elle s'infecte est réduite, d'autant plus qu'il y a plein de mammifères différents autour d'elle. Et ce qu'ont montré ces Américains, c'est que quand on fragmente une forêt, eh bien, les premiers à partir, ce sont les prédateurs. Alors là, en l'occurrence, ça va être des renards ou des rapaces, etc., parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre. Et puis, et ça, c'est très intéressant, et j'ai vu ça récemment quand j'étais au Mexique, il y a 15 jours, dans la grande famille des rongeurs, il y a deux catégories, en fait. La première, on appelle ça des rongeurs spécialistes. Alors, ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, qui ne mangent qu'un certain type de graines. Là, en l'occurrence, moi, j'étais dans le Yucatan, donc c'était une petite famille de rongeurs qui ne mangent que des graines qui sont dans des mangroves. Donc, vraiment, si vous cassez la mangrove, eh bien, ils disparaissent. Et puis, les autres, c'est les généralistes. Alors, dans la longue évolution, on essaie de comprendre pourquoi ces généralistes qui, eux, bouffent de tout et n'importe quoi, qui se reproduisent énormément, sont justement les réservoirs de bactéries et de virus, ce qui est le cas de la souris à pattes blanches. Donc, quand vous rasez une forêt, comme j'ai vu en Argentine, pour faire du soja transgénique,
eh bien, vont survivre les rongeurs généralistes qui portent non seulement la maladie de Lyme, mais peuvent porter des maladies à hantavirus, enfin, etc. Et c'est vrai pour toutes les maladies vectorielles. Donc voilà comment l'effet dilution, quand vous avez une grande biodiversité, vous diluez le risque infectieux, et quand vous mettez voilà, en déséquilibre, vous cassez l'équilibre de ces forêts primaires, eh bien, vous libérez, en fait, vous augmentez le risque infectieux. Alors, évidemment, vous faites ça comment? C'est très clair. Pour Ebola, par exemple, donc je vous rappelle le virus qui est apparu en 1976, dont on reparle là récemment, dont on s'est un peu foutu, comme je raconte dans mon livre, parce que ça ne concernait que les Africains, et voilà, on a un petit peu tendance à l'oublier. Hein, voilà. Eh bien, des études très précises montrent qu'il y a eu des foyers épidémiques d'Ebola depuis 1976 très régulièrement en Afrique. Eh bien, ces foyers épidémiques apparaissent en moyenne 2 ans après une activité de déforestation. Donc, le premier facteur de l'émergence, c'est-à-dire de ces virus, du fait qu'ils vont rentrer en contact avec l'homme, alors que, voilà, jusqu'à présent, ils n'embêtaient personne, c'est la déforestation. Alors, je donne souvent un exemple, pour faire court, que je trouve qui illustre très bien ces mécanismes. C'est le virus Nipah, apparu à la fin des années 1990. On brûle la forêt de Bornéo pour faire des monocultures de palmiers à huile. Les chauves-souris sont obligées de s'enfuir. Ça fait partie donc des réservoirs principaux de virus. En particulier, moi, je suis carrément tombée amoureuse des chauves-souris depuis qu'on en a parlé, comment on l'a fait là, parce que ce sont des mammifères volants qui Et des qui pangolins. ont donc développé. Alors, je suis peut-être vraiment amoureuse des chauves-souris parce que vraiment le fait qu'elles ont volé, elles ont développé un système immunitaire extraordinaire qui fait qu'elles sont bourrées de virus, mais elles ne tombent pas malades, enfin, etc. Mais ce qu'ont noté les scientifiques, c'est que quand on les contraint à s'enfuir parce qu'on détruit leur habitat, elles stressent, elles excrètent, donc notamment les virus qu'elles ont, voilà, soit par les excréments, enfin, etc., les urines. Elles peuvent contaminer le pangolin dont tu viens de parler, par exemple. Et puis, dans mon histoire, elles se rabattent sur les côtes de Malaisie parce qu'elles crèvent la dalle. C'est des chauves-souris, en l'occurrence frugivores, qui mangent des fruits. On a planté des grandes plantations de manguiers au-dessus de fermes porcines industrielles. Et là, on a tout ce qu'il faut là, pour que ce virus qui vient de la chauve-souris va contaminer les cochons qui sont en dessous. Et comme nous sommes de vieux amis du cochon, avec qui nous partageons 95% de nos gènes, eh bien, si on veut humaniser un virus d'origine zoonotique, eh bien, la case cochon est nickel, banco, bingo. Et c'est ce qui s'est passé. Les ouvriers agricoles des fermes industrielles sont contaminés. Et ironie de l'histoire, la Malaisie ne mange pas de porc, c'est un pays musulman. Les cochons sont destinés à l'exportation, donc ils sont abattus à Singapour. Et là, on contamine les ouvriers des abattoirs. Voilà. Là, vous avez tous les ingrédients réunis qu'on retrouve dans la plupart des zoonoses, même si pour la Covid-19, aujourd'hui, nous ne savons toujours pas. On sait que c'est un virus d'origine de chauve-souris, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, on peut en reparler après, hein, les différentes hypothèses. On ne sait pas quel fut l'animal intermédiaire. Dans mon livre, il y a plusieurs hypothèses, mais pas tranchées aujourd'hui. Hein. Et de toute façon, il faut toujours un animal intermédiaire hein, pour que un virus zoonotique passe à l'homme. Il saute, comme on dit en anglais, il ne saute pas directement à l'homme, il passe par un animal intermédiaire. Donc voilà, ça c'est pour faire simple, les mécanismes mis au jour donc, par les écologues de la santé qui montrent comment la biodiversité protège la santé. Et donc il faut absolument protéger les dernières grandes forêts primaires du monde, voilà, qui sont des réservoirs potentiels de plein de maladies, mais encore une fois, ces virus, ils sont là depuis tout le temps. Voilà. Alors ça, c'est la première chose, et peut-être je passe directement à la deuxième grande conclusion de ce livre, parce que peut-être sur l'agriculture, parce que en effet, l'homme voilà, a une grande responsabilité, quoi. Enfin, le développement capitaliste récent, quoi. Voilà. Alors, les facteurs identifiés, donc déforestation de toute façon, parce que ça part de virus qui sont hébergés par donc, ces réservoirs. Ensuite, vous avez la case élevage industriel extrêmement important. Bon, alors, évidemment, dans le cas de la grippe aviaire, c'est très évident, quoi, hein. Les élevages intensifs de poulets ou de cochons, eh c'est des boîtes de pétri, comme on dit, hein, c'est-à-dire vous balancez un virus là-dedans et c'est en général, c'est un rôle d'amplification. Il y a plein d'exemples, hein, évidemment. Évidemment aussi, pourquoi on déforeste? Parce qu'on fait des routes, on fait des monocultures, on fait de l'élevage, on fait des mines, enfin, c'est toutes les raisons qui vont faire qu'on déforeste et qu'on rentre évidemment en contact avec ces espaces qui jusqu'à présent étaient protégés. On en reparlera peut-être, mais c'est l'exemple du sida, hein, quand même. Parce qu'on oublie quand même qu'une grande zoonose, c'est le sida. Hein, et l'histoire du sida, il y a Serge Morand qui, dans mon livre, a fait un encadré là-dessus. Et nous
informe, parce que pour ceux qui ne le savent pas, que le VIH circulait depuis très longtemps. On en a parlé depuis les années 1980, mais il circulait au moins depuis l'époque de la colonisation et où on a déforesté pour faire des voies de chemin de fer, etc. Et qu'il a circulé d'abord à bas bruit, il a peut-être tué des gens, mais on ne savait pas de quoi il mourait, et avant qu'il s'adapte, qu'il mute, enfin, pour être voilà, un facteur pandémique. Donc voilà. Et puis la globalisation, évidemment. La concentration urbaine qui peut faire aussi que dans certains cas, évidemment, quand c'est un virus qui se transmet par voie aérienne, eh bien, a beaucoup plus de chances, évidemment, de circuler. Et puis la globalisation des échanges qui va faire qu'on trimballe les animaux morts ou vifs sur de très grandes distances d'un bout à l'autre de la planète, et les humains aussi. Bon, voilà. Ça, c'est en gros ce que vous verrez. C'est plein d'études, parce que là, moi, je vous résume, mais il y en a qui n'ont travaillé que sur les routes, d'autres qui n'ont travaillé. Vous voyez, c'est assez fascinant d'ailleurs, parce que moi, j'ai découvert ces centaines d'études que je ne connaissais pas. Et l'effet dilution, je n'avais évidemment jamais entendu parler. Et puis, donc, la deuxième chose très importante, et on revient toujours à la biodiversité, et ça m'a absolument scotché, je dois dire, c'est qu'on découvre à travers des études faites en Finlande, aux États-Unis, que quand les enfants, nos enfants, c'est très précis, entre 0 et 2 ans, vivent dans un environnement faible en biodiversité, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que du béton, ils n'ont pas d'animaux autour d'eux, eh bien, ils vont avoir un microbiote, c'est-à-dire une flore intestinale. Ils mangent du McDo, ils mangent des aliments extrêmement qui ont... Enfin, il n'y a pas de bactéries, donc totalement, vous savez, toute la malbouffe, quoi. Hein, et eh bien, ils vont être beaucoup plus sujets à des excès inflammatoires, donc qui peuvent se traduire par des intolérances alimentaires, des allergies, de l'asthme, etc. Et des études, ça, je vais vous faire peut-être rire, enfin moi, ça m'a fait bien rire quand je l'ai écrit, parce qu'une Américaine, vous voyez, qui est une chercheuse de très haut niveau, qui a d'abord fait des études sur les enfants qui sont nés dans des fermes bio, laitières, vous me suivez, hein, et qui a constaté que quand on est né dans une ferme bio laitière, où les vaches vont paître, donc elles vont bouffer de l'herbe, voilà, où le lait n'est pas pasteurisé, et vous avez du foin dans votre environnement, vous n'avez jamais d'asthme, jamais, d'accord? Pas de problème non plus de... voilà, ça peut être aussi du diabète, un certain type de diabète, etc. Et puis, elle s'est intéressée aux Amish. Vous voyez, je veux en venir, parce que quand j'écrivais mon bouquin, c'était au moment où notre cher président traitait les écolos d'Amish. Un spécialiste. Et les Amish... voilà. Et les Amish, bon, vous savez qui sont les Amish, hein, donc... qui ont tout ça, des vaches qui vont paître, qui ont du foin et qui n'utilisent pas, enfin, qui utilisent des chevaux pour faire du labour, etc. Et elle a constaté que dans leur maison, c'était bourré d'agents pathogènes et allergènes surtout, et qu'il y avait zéro asthme, zéro. Hein, ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc, et vous verrez, donc, je ne peux pas tout vous résumer, mais des études extraordinaires en Finlande qui confirment la même chose. Donc, quand on a peu de biodiversité dans son environnement, eh bien, et en plus, il vous précise que ça se joue entre 0 et 2 ans. Donc, une fois que la flore intestinale est constituée, elle a été ou non stimulée par ce qu'on appelle les old friends en anglais, les vieux amis de l'homme, qui sont tous les parasites, tous les microbes, dont on a besoin, les enfants ont besoin pour constituer leur système immunitaire. Eh bien, s'il n'y a pas eu ça dans leur environnement, il n'y a pas eu de biodiversité, eh bien, ils ont des microbiotes très, très pauvres et du coup, des risques inflammatoires très importants. Et vous voyez où je veux en venir, parce qu'on va en venir aux facteurs de comorbidité de la Covid, évidemment. Et puis là, tu avances et puis tu découvres qu'il y a des études qui ont été publiées pour essayer de comprendre pourquoi dans les villages ruraux africains et asiatiques, il n'y a pas de mort du Covid. Vous verrez les chiffres, c'est sidérant. 95 morts au Gabon. Serge Morand, que j'ai eu tout à l'heure, il me dit on vient de passer le 90e mort sur 80 millions d'habitants. Et donc, il me raconte qu'il a, dans un village du nord de Thaïlande, il vient de faire une étude, il a prélevé le sang de je ne sais pas combien de villageois. Ils ont tous des anticorps, mais ils n'ont pas été malades, zéro. Et là, tout le monde s'interroge, qu'est-ce qui se passe? Ben, alors là, on parle bien des villageois, hein. On ne parle pas des villes. Parce que les microbiotes des citadins de Bangkok, de Paris, de New York ou de n'importe où, c'est tous les mêmes, c'est-à-dire zéro. Hein. Donc, l'uniformisation et la globalisation a fait qu'on bouffe tous la même chose, enfin dans les villes, enfin, pour faire simple, hein, qu'il y a du béton partout, qu'il n'y a pas d'arbres, etc., etc.
Donc, ils se sont penchés là-dessus. Ils ont découvert que, donc, effectivement, dans les villages africains, les animaux n'étant pas parqués, vous savez, ils se baladent, ils vont aux lisières des forêts, ils peuvent croiser des chauves-souris, ils peuvent du coup être infectés par des coronavirus. Vous verrez dans le livre un virologue gabonais qui dit oui, les chauves-souris gabonaises, elles ont plusieurs types de coronavirus qui ne sont pas exactement les mêmes que le SARS-CoV-2, mais ça peut donner quand même une immunité croisée. Et puis, ils sont confrontés à ces animaux dès tout petits, il y a de la biodiversité, donc ils ont des fleurs intestinales qui leur confèrent des systèmes immunitaires plus résistants. Et puis, troisièmement, alors là, c'était le truc pour moi le plus sidérant, parce que ça va tout à l'encontre de tout ce qu'on fait depuis 50 ans dans les pays occidentaux. Ils sont aussi protégés parce que tout petits, ils sont exposés à des vers intestinaux. Et là, des études très intéressantes ont été publiées là-dessus, c'est-à-dire que quand... Alors là, on parle des petits oxyures, on ne parle pas des ténias. Voilà. Et en fait, des études montrent que quand vous êtes exposé tout petit à des vers intestinaux, ça stimule votre système immunitaire. Bon, je ne vous explique pas comment ça marche, c'est très bien été décrit. Hein. Et ça vous met à l'abri des excès inflammatoires. Et voilà comment on m'explique que finalement, ceux qui souffrent aujourd'hui le plus de la Covid-19, ce sont tous ceux qui ont des facteurs de comorbidité. Eh bien, voilà, on en revient exactement à ce que je viens de vous dire. Il y a des gens qui ont du diabète, des maladies auto-immunes et de l'obésité. L'obésité, qui, vous savez très bien, hein, est peut-être, enfin, qui est liée aussi à un dérèglement du microbiote. Moi, j'ai traité de ça dans d'autres études. Et donc, on fait le lien avec ce que ils appellent un double fardeau sanitaire, et j'en finirai là, qui pèse aujourd'hui sur l'humanité et qui caractérise l'Anthropocène. Le premier, c'est la pandémie silencieuse de toutes les maladies chroniques qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, qui tuent beaucoup plus que le SARS-CoV-2, quand même, il faudrait quand même le rappeler, hein, mais dont on ne parle pas parce que ça voudrait dire remettre en cause les perturbateurs endocriniens, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, enfin tout ce qu'on sait. Hein. Et puis, en parallèle, eh bien, le risque infectieux qui va continuer, parce qu'il a commencé déjà depuis quelques temps, hein, et c'est un double fardeau qui pèse sur l'humanité et qui est connecté directement à la destruction de la biodiversité. Pour le fardeau infectieux, parce que en détruisant les forêts, on libère les agents pathogènes qui sont là de manière latente, mais finalement inoffensive, hein, n'est-ce pas? Et puis, avec l'obsession de l'hygiène, de la malbouffe, tout ce qui caractérise eh bien, ces sociétés globalisées, on nous rend vulnérables par rapport à ce risque infectieux. Donc voilà pourquoi, en conclusion, ils disent que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la 4e transition épidémiologique. La première, c'était quand on est sorti d'Afrique, il y a 150 000 ans. La deuxième, c'est le néolithique. La troisième, c'est les grandes routes commerciales qui ont fait que les rats étaient dans les cales des bateaux et on a transporté la peste partout. Et puis avec la colonisation aussi, évidemment, l'esclavage, enfin 3 grandes, je fais court, hein, et à chaque fois avec de nouveaux risques sanitaires. Et la 4e, c'est celle que je viens de décrire, qui risque d'être bien plus... si on ne prend pas des mesures pour excusez-moi, je coupe, j'ai oublié. Si on ne prend pas des mesures pour venir à bout des causes qui nous ont mis dans cette impasse, eh bien, qui sont d'ailleurs les mêmes causes qui contribuent au dérèglement climatique, eh bien, nous allons, hein, c'est ce qu'ils disent tous, et c'est très clairement, hein, c'est la première fois que j'entendais des scientifiques comme 62 qui sont, un, déprimés, et deux, qui disent on marche globalement, là, on est en train de marcher vers appelons ça comme on veut, le gouffre, l'effondrement, enfin, et voilà. Donc, j'arrête là parce que j'ai déjà assez parlé. Je vais couper mon portable. Il y en a qui ont appelé ça l'apocalypse, je crois, dans un livre un peu ancien. Mais euh, la question, et puis j'ai vu qu'il y avait des questions des gens, enfin de vous tous, qui disaient qu'est-ce qu'on savait. Alors, Marie-Monique a très très bien répondu, mais elle cite dans son livre un rapport qui date déjà de 2005, donc on est à plus de 15 ans, qui montrait justement le rôle central de l'élevage industriel qui entraînait la baisse des défenses et de la santé à la fois animale et humaine, et en montrant que la biodiversité baissant en sélectionnant uniquement quelques races animales standardisées pour développer du bœuf, du poulet, enfin à produire en masse,
je reviens, c'est pas mon obsession, mais je reviens à McDo ou Kentucky Fried Chicken, mais bon. Et ça augmentait les susceptibiltés des personnes aux maladies infectieuses et surtout à une hausse de la nécessité, à un accroissement de la nécessité des médicaments à la fois pour les hommes et pour les animaux. Donc, on voit que finalement, toute cette affaire renvoie quand même à une vaste organisation et un vaste système productif en vue du profit, enfin, dans lequel les laboratoires pharmaceutiques finalement sont au début et en fin de chaîne. Je ne sais pas si Alain, tu veux répondre sur cette question-là. Répondre, Enfin, peut-être pas. répondre, Oui, ajouter, rebondir. rebondir, Plutôt. voilà, c'est le bon terme. Effectivement, bon, tu as raison de dire que penser que ce virus serait un facteur comme ça exogène qui viendrait percuter le système capitaliste planétaire pour le déconstruire, évidemment, tout le monde sent bien et sait bien que c'est de l'intérieur de ce système planétaire que ce virus prospère. Et tout a été déjà dit par Marie-Monique sur… Sinon, il serait marxiste, le virus, alors. En tout cas, il est révolutionnaire. S'il n'est pas marxiste, il est révolutionnaire dans la mesure, et c'est moi ce qui m'a le plus frappé depuis maintenant plus d'un an, c'est que quelque part, à lui seul, il a déconstruit une partie des règles du jeu qui étaient jusque-là considérées comme établies. Hein, je pense évidemment en économie aux fameux critères de Maastricht ou à d'autres facteurs qui étaient jusque-là établis. There is no alternative. There is no alternative, etc., etc. Et on voit bien que ce petit virus microscopique, eh bien, il a déconstruit totalement les règles du jeu qui étaient les nôtres jusque-là. Alors évidemment, le danger qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que on en sorte, que le système s'en sorte ou essaie de s'en sortir en se renforçant. Bon. Et moi, ce qui m'a intéressé ces derniers mois, c'est évidemment toutes les figures sociales, politiques, économiques qui peuvent manifester le fait que le système peut très bien utiliser cette pandémie pour sortir de manière encore plus renforcée de cette situation. Alors je pense évidemment, on en parlera peut-être un peu plus après, mais je pense évidemment à la montée de ce qu'on appelle la biopolitique, hein, ou en tout cas la tentation biosécuritaire des autorités politiques, publiques. Cette tentation biosécuritaire qui repose en fait sur un concept de la biopolitique qui a été mis en avant, ou en tout cas développé dans les années 1970 par un philosophe qui s'appelle Michel Foucault, et qui aujourd'hui correspond tout à fait en fait à la situation qu'on est en train de traverser depuis maintenant plus d'un an, qui est le renforcement quelque part de tous les dispositifs de surveillance, mais non pas de surveillance qui s'appliquerait au seul individu, mais à des dispositifs de surveillance qui s'adressent en priorité aux populations. C'est-à-dire que la biopolitique, en tout cas chez Michel Foucault, c'est l'analyse effectivement de tout ce qui participe à la gestion des populations. Au nom, entre autres, et c'est vraiment là où c'est très intéressant, chez Foucault, c'était au nom, entre autres, de la santé. Et on voit bien aujourd'hui que l'ensemble des dispositifs sécuritaires qui sont mis en place, et là, on en a toute une panoplie qui va, j'allais dire, des plus primitifs. Hein. Le plus primitif, c'est l'autorisation administrative de sortie de sa maison. Alors ça, c'est vraiment primitif. Hein. C'est du low-tech, là, hein, carrément, hein, où chacun doit inscrire qu'il peut sortir parce qu'il cache une case, etc., etc., jusqu'à l'absurdité de la dernière autorisation administrative
sur 3 pages. Voilà, sur 3 pages, qui a fait tellement exploser les réseaux sociaux qu'ils se sont empressés quand même de revenir un peu en arrière. Mais on voit bien qu'on a là derrière toute une bureaucratie tatillonne qui utilise la situation pour exercer ses pleins pouvoirs absurdes. Mais ça va donc de ces dispositifs très, très primitifs, j'allais dire, très basiques en tout cas, à des dispositifs beaucoup plus techniques, beaucoup plus sophistiqués. C'est la surveillance par les drones, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus sophistiqué. Ce qu'on a voulu mettre en place, qui a complètement foiré Stop Covid l'année dernière, les logiciels de tracking, c'est beaucoup plus sophistiqué. D'ailleurs, ce sont des dispositifs qui ont été très largement mis en place dans le modèle asiatique, parce que là, il faudrait aussi parler de ce qui se passe aujourd'hui entre les comparaisons qui se font aujourd'hui entre, d'un côté, le modèle occidental, plus soi-disant plus centré sur les libertés individuelles, et un modèle soi-disant asiatique qui est, lui, beaucoup plus, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, la tentation quand même d'une partie des autorités, des responsables politiques, ça serait de nous orienter progressivement vers un système, vers un modèle à l'asiatique, avec des drones, avec des populations qui sont massivement surveillées, contrôlées à travers des dispositifs informatiques, numériques, etc. Ça, c'est plus sophistiqué, mais ça montre effectivement qu'on a là en place des dispositifs qui peuvent tout à fait se développer dans les années à venir et qui reposeront sur l'expérimentation qui est faite aujourd'hui je dirais, à des échelles planétaires. C'est-à-dire, c'est vraiment des centaines de millions aujourd'hui d'individus qui sont mis sous la nasse de ces expérimentations auxquelles on pourra ensuite trouver des modalités d'utilisation un peu différentes. Là, c'est pour la santé, mais demain, ça pourra être pour d'autres éléments. Donc, je crois quand même que cette crise, effectivement, elle est tout à fait… quelque part, moi, ce qui m'a fasciné pour écrire ce petit livre l'an dernier, durant la période du premier confinement et du premier déconfinement, c'est que tout est intéressant, quelque part, sur le plan philosophique, politique, sociologique, dans ce qu'on est en train de traverser. La question, par exemple, d'une société qui pourrait s'organiser sur le sans-contact, c'est quelque chose qui existait déjà avant la crise de la Covid, mais qui est en train de s'accentuer à travers l'expérimentation à grande échelle de ce qu'on appelle la distanciation. Alors, au départ, ils appelaient distanciation sociale. Ils se sont dit, non, la distanciation sociale, c'est un peu gros. On va appeler ça distanciation physique. En réalité, il y a aussi de la distanciation sociale derrière ce qu'on est en train de vivre, puisqu'on sait très bien que c'est les populations aujourd'hui les plus en difficulté, les plus pauvres, qui sont touchées de manière beaucoup plus importante par cette pandémie. Donc, il y a de la distanciation sociale, il y a aussi surtout de la distanciation physique. La généralisation des masques en Occident, qu'on pensait impossible il y a encore 3-4 ans, je ne sais pas, moi je me souviens de m'être baladé dans les métros parisiens quand on voyait un touriste japonais avec son masque, on avait un petit sourire en coin qui considérait les Asiatiques comme un peu des zombies. Là, aujourd'hui, c'est en passe de se généraliser et il est probable que dans les mois à venir, on continuera à nous imposer les masques. Mais les masques, ce n'est pas simplement nous protéger de l'autre ou se protéger soi-même, etc. C'est quelque part nous défigurer. C'est-à-dire qu'il y a une partie du visage, c'est-à-dire ce qui permet la présence de l'autre. Le rapport à l'autre passe d'abord par le visage. Or, quand ce visage est à moitié masqué, quelque chose est perdu de notre rapport à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je considère comme gravissime. L'autre sophistication à venir, c'est le pass sanitaire dont on nous parle ces derniers temps. Aujourd'hui, peut-être que demain, on ne pourra rentrer dans un cinéma que si on a un pass sanitaire qui permet de vérifier à l'entrée qu'on a à la fois nos vaccins, qu'on a toutes nos cuties, etc., etc.
tout ça est en place progressivement. Et ce qui m'étonne aujourd'hui dans les sociétés occidentales, c'est qu'il y a très peu, quelque part, de réactions collectives, politiques et collectives autour de ces dimensions-là, sinon par ceux qui pensent que le virus est une conspiration venant de je ne sais où. Alors oui, il y a une montée du conspirationnisme qui repose en partie sur effectivement la Covid, mais à part ça, je vois ou les mouvements populistes d'extrême droite. On l'a vu en Allemagne, par exemple, celles et ceux qui manifestent contre comment dire, la distanciation physique ou contre le masque ou contre les vaccins, ce sont souvent des membres des partis d'extrême droite. Donc, mais à part ces mouvements-là, il y a très très peu de résistance, entre guillemets, ou de résistance critique. Je ne veux pas dire par là qu'il faudrait tous aller dans la rue sans masque et comment dire, manifester contre, je sais pas, contre la politique vaccinale. C'est pas ça que je veux dire. C'est que simplement, palier par palier, on habitue la population occidentale à un certain nombre de dispositifs sans véritable retour éthique, politique ou de réflexion sur ce que ça suppose de remise en cause de nos libertés fondamentales, de ce qu'est la démocratie et de ce dont elle a besoin pour se développer. Tout cela est mis en place sans véritable comment dire, résistance collective sur l'ensemble de ces dispositifs. Donc moi, c'est tout ça qui m'a quelque part intéressé dans la séquence passée, hein, puisque moi, mon livre s'arrête en août 2020, c'est-à-dire à la fin du premier déconfinement, et au moment où on allait entrer dans le second confinement, etc., etc. Et aujourd'hui, on en est au troisième confinement, avec lequel on enchaînera un quatrième déconfinement. Et ça, je pense qu'on est parti pour des phases de confinement, déconfinement, excitation, désinhibition, parce qu'il y aura des phénomènes sociaux de désinhibition au moment de ce troisième ou quatrième déconfinement. Et puis ensuite, on reviendra de nouveau à une surveillance reconfinée, etc. Enfin, je pense que nous n'en avons pas fini avec ce type de mouvement. Et ce qui, moi, m'étonne encore aujourd'hui, je ne sais pas si je peux continuer là-dessus, mais ce qui m'étonne aujourd'hui encore, c'est que quelque part, depuis plus d'un an, on a un récit planétaire qui s'est mis en place autour de la Covid. C'est un récit qui ne cesse de s'amplifier, de se développer, au point que, quelque part, et pour les journalistes, ça doit être assez frustrant, parce que quelque part, on a l'impression que la Covid-19 agit un peu comme un trou noir à l'intérieur duquel toute la matière informationnelle est absorbée, et comme s'il n'y avait quasiment plus rien d'autre, finalement, sur les écrans de nos actualités que l'événement Covid. On a quasiment plus de la moitié aujourd'hui des temps d'antenne qui sont occupés par les péripéties de la Covid. C'est une belle histoire, quelque part, la Covid, pour les chaînes d'information en continu. Elles n'ont plus à se soucier de ce qu'elles vont devoir raconter jour après jour, puisque là, l'événement est là, et on peut, autour de cet événement-là, trouver les acteurs, trouver les événements, trouver les péripéties qui vont permettre de nourrir cette actualité au jour le jour. C'est formidable, c'est du pain béni pour les médias d'information en continu, parce que là, je ne sais pas, on a tous fait l'expérience de BFM TV ces derniers temps ou de LCI. Quand on regarde 10 minutes de LCI, on a à peu près l'information pour toute la journée qui va tourner en boucle autour de la Covid, avec ses péripéties, quel virus est efficace, quel virus ne l'est pas, combien de morts, combien les salles de réanimation, et tous les jours on a les chiffres sur la réanimation qui augmente, qui baisse, machin, etc. On a une très grosse histoire, mais pas simplement à l'échelle nationale française, mais à l'échelle planétaire, parce que je pense effectivement que dans les médias occidentaux, en tout cas européens, on a la même histoire qui se raconte de manière continue, sur ces chaînes d'information. Donc moi, c'est tout ça un peu qui m'a intéressé dans
la première séquence de la crise sanitaire. Mais bon, j'aurais pu continuer parce que finalement, l'histoire continue. La chronique de cet emballement planétaire pourrait aujourd'hui continuer jusqu'à aujourd'hui. Je crois que bon, il y aurait tout autant à dire aujourd'hui sur les 9 ou 10 derniers mois qu'on a traversés depuis la fin du premier déconfinement. Et je dirais que c'est ce que tu dis un peu dans ton livre. On est arrivé, enfin, j'allais dire, c'est du guide de bord en continu, Oui, c'est bien sûr. du spectacle en continu, mais c'est surtout un état d'exception qui devient continu si on se place du point de vue des droits individuels et collectifs, et même surtout des droits sociaux. Quand tu fais référence Mais il faut à Guy quand même Debord, noter, je laisse permettre Monique d'ajouter et puis quelque chose. après je réagirai. Monique, C'est que mon Marie-Monique. premier chapitre, ça ne tombe pas du ciel, hein. Mon premier chapitre est là-dessus, hein. Donc, je résume, hein. J'étais très surprise de découvrir ça aussi. Parce qu'en fait, enfin, c'est pas vrai, ça sonne encore partout là. En 1989, à Washington, il y a eu une conférence qui a été organisée qui s'appelait Sur les virus émergents. Et c'est un épidémiologiste qui a longtemps tenu la chaire d'épidémiologie à la Columbia University, que j'ai réussi à interviewer. Ce n'était pas évident parce qu'il était tellement déprimé que voilà. Et qui a déjà réuni 200 chercheurs à l'époque qui ont dit attention, évidemment, on sortait tout juste, enfin on sortait pas, enfin on était en plein sida, quoi, en fait, c'est voilà, 1989, et qui ont exposé lors de cette conférence de Washington, eh bien, tous les facteurs anthropiques qui ont conduit à l'émergence du sida, Ebola, enfin à l'époque c'était les maladies dont on parlait évidemment, et y compris le climat, hein, parce que parmi les facteurs qui contribuent à l'émergence de certaines maladies infectieuses, le climat et enfin, les dérèglements climatiques jouent évidemment un rôle aussi. Et puis voilà, et en fait, et ça c'est assez étonnant, hein, cette histoire, on se rend compte comment, pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, pour le danger qu'on craignait, c'était une guerre nucléaire avec notamment l'Union soviétique. Donc, on a développé un concept qui s'appelle la preparedness. Donc, preparedness, c'est la capacité de se préparer des États à un danger. En l'occurrence, là, c'était un cataclysme nucléaire. Bon, voilà. Et petit à petit, bon, ça inclut le risque d'un cyclone. Voilà, c'est ce genre de danger. Donc, c'était se préparer. Alors, pour ce qui était du risque nucléaire, c'est faire des bunkers, comment on fait pour distribuer de l'iode aux citoyens, etc. Alors, ce concept de la préparedness, petit à petit, va évoluer. Et on se rend compte que, donc, conférence de Washington sur les virus émergents, et puis effondrement du bloc soviétique. Et là, voilà, dans mon livre des citations, c'est assez surprenant, on a Colin Powell, par exemple, qui à l'époque dirige l'armée américaine, qui dit qu'est-ce qu'on va faire, on n'a plus d'ennemis. L'OTAN, c'est pareil, on n'a plus d'ennemis. Donc, ce concept de la preparedness va progressivement se transformer en un outil de sécurité interne, nationale, et alimenté par différents événements. Les attentats au gaz sarin dans le métro à Tokyo, par exemple. On découvre que Bill Clinton est obsédé et que petit à petit, il va beaucoup contribuer justement à ce que rentre dans la preparedness le risque biochimique. Alors, ça va devenir comme ça, voilà. Et puis après, différentes alertes. Un colonel soviétique qui a témoigné en parlant des armes chimiques que préparait l'Union soviétique. Et puis après, il y a évidemment les attentats du 11 septembre. Et puis après, il y a les lettres à Anthrax. Et voilà comment, petit à petit, le Pentagone, qui n'a plus d'ennemis officiels, parce que c'est la fin de la guerre froide, va continuer à toucher beaucoup d'argent pour soutenir un concept de biosécurité qui comprend tous ces dangers dans lesquels on met tout dans un même pot, danger naturel, risque naturel, et le risque infectieux qui va être considéré comme, parce que comme ces agents pathogènes sont censés venir des pays du Sud, donc c'est le danger, ça vient du Sud, n'est-ce pas? Et on va mettre là-dedans le bioterrorisme, les risques infectieux, tout ça dans un grand pot. L'Europe va suivre progressivement. Vous verrez dans mon livre, je raconte des trucs incroyables où on fait jouer des jeux de rôle, parce que donc évidemment, on glisse progressivement de la prévention à ce qu'on appelle, eh bien, évidemment, comme ces risques sont, on ne sait pas ce que c'est, hein, quel prochain virus qui va sortir du chapeau, etc. Donc, on tombe dans ce qu'on appelle les scénarios du pire, on fait des jeux de rôle, Kouchner va jouer des rôles, enfin, vous verrez, c'est incroyable cette histoire, tout le monde s'embarque là-dedans.
Et voilà comment la santé publique va passer progressivement sous la coupe, alors, aux États-Unis des militaires, et va avec ça, évidemment, les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'évidemment, on va, par exemple, alors que la variole a été éradiquée, eh bien, on va vacciner 500 000 Américains, parce que, voilà, et ce serait bon pour l'industrie pharmaceutique, etc. Tout ça pour vous dire que, progressivement, on développe un concept de biosécurité qui est, et ça, c'est très clair dans l'histoire des 40 dernières années, dès qu'il y a un problème infectieux, on abat par des millions d'animaux, parce que c'est ça la réponse. Vous verrez comment en Thaïlande, sous prétexte de la grippe aviaire H5N1, donc on est au début des années 2000-2003, on va abattre des millions de poulets et on va faire en sorte que, je rappelle que la Thaïlande est le centre d'origine du poulet, on va remplacer toutes les variétés locales qui font la grande biodiversité des poulets en Thaïlande par des races européennes qui vont remplacer, donc on détruit la biodiversité, mais c'est très bon pour l'agrobusiness. Quand il y a le virus Nipah, dont j'ai parlé tout à l'heure, on abat des millions de porcs et on empêche maintenant l'élevage familial de porcs et on construit des méga-usines hyper modernes, soi-disant bien plus sécurisées, etc. Donc, on voit comment tout ça va de pair aussi avec ces multinationales de l'agrobusiness, les laboratoires pharmaceutiques. Et je rappelle que, comme vous savez, Monsanto, Bayer, voilà, ils vendent des pesticides. Tiens, je vais vous mettre une petite image si vous la voyez là. Voilà. Eh bien, qui rendent malades, nous rendent malades, et Bayer vend les médicaments qui vont nous guérir. Enfin, voilà. Donc, et la biosécurité, c'est aussi se dire qu'il faut surveiller les gens, qu'il faut surveiller, là, il y a des propositions pour surveiller la faune sauvage, de mettre des bracelets électroniques aux chimpanzés, etc. Voilà. Et c'est tout ça qui se préparait déjà depuis des dizaines d'années et que moi, j'ai découvert, en fait, finalement, parce que cette histoire de préparedness, je n'en avais jamais vraiment entendu parler enfin, de cette manière. Hein. Et voilà comment on a mis finalement sous le tapis les causes anthropiques de ce qui nous arrive. Parce que, évidemment, affronter ces causes, ça veut dire quoi? Alors, je vais donner 3 exemples. Hein. Si on arrive à avoir une vision holistique de la santé qui fait que la santé des écosystèmes est liée à la santé des animaux sauvages et domestiques et à la santé des humains, eh bien, ça veut dire quoi? On protège la biodiversité, bien évidemment, mais on arrête d'importer du soja transgénique, comme vous voyez dans ma petite image, je ne sais pas si vous la voyez derrière moi, là. J'ai filmé ça en Argentine, pour nourrir les élevages industriels bretons, parce que quand on fait ça, vous imaginez bien, tout ça a été déforesté avant. Ça veut dire qu'on retire l'autorisation à totale d'importer de l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans sa raffinerie de Med. Alors là, j'ai appris il y a 4 jours qu'il y a un tribunal qui a demandé la suspension de cette importation, mais on va voir combien de temps ça dure. On ne signe pas l'accord de libre-échange avec le Mercosur parce qu'il y a un volet notamment qui prévoit l'importation de bœuf brésilien, et quand on fait ça, on encourage la déforestation en Amazonie. Donc, évidemment, eh bien, ça veut dire repenser le modèle économique dominant et s'affronter au lobbying, enfin tout ce qu'on sait. Hein. Et c'est dommage parce que finalement, ces mesures qu'on prendrait seraient également bonnes pour le climat. C'est du gagnant-gagnant-gagnant. Hein. C'est-à-dire c'est bon pour le climat, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour notre santé. Sauf que ça veut dire s'affronter au lobbying et aux intérêts privés qui ont évidemment intérêt à maintenir le système tel qu'il est. Et moi, on prend date, mais je suis sûre que comme il y a 15 ou 20 ans, on a eu les climato-sceptiques, hein, on a eu des gens très célèbres, hein, n'est-ce pas hein, on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, ils sont très vieux, il faut dire, mais enfin, bon, notre ancien ministre de l'Éducation, par exemple, Claude Allègre, qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Moi, je cite dans mon livre un autre ancien ministre de l'Éducation qui s'appelle Luc Ferry, qui a dit dans l'Express l'année dernière voir un lien entre la pandémie et la biodiversité nous relève du surréalisme et pas de la science. Voilà. Et je pense qu'on va avoir petit à petit, plus on va prendre conscience que la biodiversité, ce n'est pas uniquement un décorum, vous savez, un truc, un supplément d'âme pour les, comme je dis, les bobos écolos à vélo, hein, que c'est vraiment, sans biodiversité, non seulement on ne peut pas vivre, on en dépend, hein, mais si on la détruit, on va être confronté à tout ce qu'on vient de décrire. Eh bien, on va voir émerger ce que j'appelle les biodives sceptiques. Et ça commence parce que là, il y a un article qui vient de sortir avec 2 scientifiques du CIRAD qui disent qu'il n'y a aucun lien entre l'activité anthropique et la déforestation. C'est parti. On va bien savoir qui c'est qu'il y a derrière, d'ailleurs. Et on va reperdre du temps. Donc, voilà. Et on va tomber. Donc, on va continuer avec cette gestion à très court terme. J'en finis avec ça. Donc, recherche de vaccins. C'est légitime. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les scientifiques que j'ai interviewés, ils sont d'abord très sceptiques sur le fait de pouvoir mettre un vaccin au point en 1 an, déjà, surtout pour un virus à ARN. Ils disent qu'il faut 10 à 12 ans.
Il rappelle l'exemple du virus du sida. On nous a promis un vaccin. On en parlait tout à l'heure, Olivier, n'est-ce pas? Bah, on a oublié parce qu'on on l'a toujours pas. On parle plus du abandonné. tout On l'a toujours pas, on du l'aura jamais. vaccin. Parce Mhm. qu'un virus à ARN, ben, ça a une caractéristique, ça que j'ai bien compris, c'est que ça mute en permanence, en permanence, en permanence. Donc on court après tout le temps. On a l'exemple de Absolument. la grippe, bon, évidemment. Et Et voilà, tous les ans, on même refait pour un le nouveau vaccin. sida, je veux dire, même quand les trithérapies sont arrivées, on parlait d'échappement thérapeutique et il y avait à peu près 20% des gens sur lesquels les trithérapies ne fonctionnaient pas et qui étaient en échappement thérapeutique. Et donc, enfin, ces choses-là sont beaucoup plus compliquées Enfin, que alors, cette course au vaccin à laquelle on assiste aujourd'hui. ce vaccin qui est perpétuel. D'ailleurs, l'épidémiologiste américain dont je vous parlais, Stephen Morse, qui a donc fait cette conférence en 89, complètement pionnière, voilà, qui est aujourd'hui très déprimé de voir voilà, où on en est, bah, j'ai dit, finalement, ce que vous décrivez, ça fait penser à la guerre contre le cancer, vous savez, qu'avait lancé Nixon, à la guerre contre la drogue, la guerre contre la terreur. Moi, j'ai fait un film là-dessus, hein, Torture Made in USA. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles me disent en commun qu'elles sont éternelles, qu'elles infinies, parce qu'on ne s'attaque jamais aux causes. Voilà, c'est tout. En revanche, il y en a qui en profitent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher des vaccins, parce que c'est un sujet hautement. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est un peu étonnant qu'on y arrive si rapidement. Voilà. Et puis, de toute façon, OK, on peut le faire, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de trouver des solutions à moyen et long terme pour éviter les prochaines pandémies. Et ce que je crains, et ce que craignent les scientifiques que j'ai interviewés, c'est que, voilà, on a ce que tu décris, Alain, dans ton livre, c'est-à-dire que moi, je vais vous résumer aussi comment on est arrivé là. Ce n'est pas par hasard, quand même, hein, que la santé est carrément mainmise de la sécurité et fait partie donc de processus de sécurité intérieure des États-Unis, et l'Europe a suivi. Donc, je décris tout ça, comment ça s'est passé, ce glissement, enfin voilà. Donc, eh bien, Madame, qu'on soit ce court terme, c'est-à-dire eh bien, biosécurité sur les animaux, sur les humains, et puis pour finir, ben, ce qu'on nous annonce déjà, séquençage du virome, c'est-à-dire comme on a fait avec le génome, on nous promet monts et merveilles qu'il va falloir séquencer tous les virus qui sont hébergés dans les chauves-souris, etc. Sauf que bah, moi, les scientifiques m'ont dit, c'est que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de paille, ça ne sert pas à grand-chose, parce que si on ne sait pas quel facteur va faire que tel virus va à un moment sortir du bois, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est bon pour les labos, évidemment, c'est des milliards. Et voilà, voilà ce qui est en train de se profiler. Voilà. Je voulais rebondir sur ce que dit Olivier sur Guy Debord, puisque tu parles de la société du spectacle. Guy Debord, moi, ce qui m'étonne aussi dans ce qu'on est en train de vivre, finalement, c'est que c'est grosso modo la grosse partie des activités du spectacle, mais au sens large, hein, spectacle au sens large. C'est à la fois, évidemment, le milieu culturel proprement dit, théâtre, cinéma, etc., mais festivals qui sont impactés de manière très virulente par la crise, mais c'est tout ce qui tourne autour, je dirais, de la société du spectacle au sens de Guy Debord, c'est-à-dire le tourisme de masse. Exactement, monsieur. J'aurais pas dit mieux. Bah, merci. oui, c'est ça. L'aviation long courrier, toute l'infrastructure des hubs aéroportuaires, toute une partie de l'économie mondiale aujourd'hui qui est centrée uniquement sur le tourisme de masse. Hein, et même en France, on a vu l'impact qu'avait la Covid sur une partie de nos activités liées au tourisme. Et donc, on voit bien que cette pandémie, finalement, elle touche aussi en plein cœur de la société du spectacle. C'est assez curieux et intéressant. Si je peux intervenir. Ouais, vas-y, Olivier. Non, non, mais juste une parenthèse. Je fais mon auto-promo pour Politis, mais il se trouve que j'ai fait un reportage à Venise il y a 2 ou 3 numéros. Ça, c'est original comme bruit, mais bon. J'ai fait un reportage à Venise il y a 2 ou 3 numéros montrant la place Saint-Marc totalement vide et j'ai interviewé les maires adjoints. On a fait un dossier de 6 pages sur l'impasse du tourisme de masse de Venise, dont la population comptait 200 000 habitants en 1950 et n'en compte plus que 50 000 aujourd'hui.
Et c'est une ville qui a donc 50 000 habitants et 28 millions de touristes par an. Et figurez-vous qu'il y a un lit d'hôtel ou de Airbnb par habitant. C'est-à-dire que c'est comme si à Paris, il y avait 2,5 millions de lits pour accueillir des touristes pour une ville de 2,2 ou 2,5 millions d'habitants. Donc, ils sont dans une impasse vraiment caractéristique, quoi. Mais voilà, je te laisse poursuivre. Non, ce que je pense, c'est que ce que ça révèle aussi, c'est… Alors, on a parlé beaucoup de la vulnérabilité biologique, enfin, environnementale, etc. Mais il y a aussi une vulnérabilité considérable sur le plan économique, hein, dont on va vivre les conséquences pendant encore un long moment, hein, parce que en fait, la crise sociale qui ne fait que commencer, elle va s'amplifier de manière considérable. En tout cas, les poches de paupérisation sont en train de s'amplifier. Il y a là, je parlais de ces secteurs liés à la société du spectacle, le tourisme, etc. C'est un secteur aussi qui fait vivre une partie de précaires, quelque part. Enfin, c'est un secteur qui vit avec les précaires et qui a besoin des précaires pour vivre, pour se développer. Et ces gens-là sont déjà et vont être impactés brutalement, enfin directement par la crise de la Covid. Et je pense que ce que ça révèle quelque part, c'est aussi l'extrême fragilité de notre tissu économique qui est construit sur des bases absolument, comment dire, enfin, j'allais dire non durables, évidemment, mais qui sont construites sur des châteaux. Ce sont des châteaux de cartes qui peuvent s'effondrer et qui s'effondrent déjà à vitesse grand V. Le secteur, par exemple, aéroportuaire, qui tablait, avant la Covid, tablait sur une croissance annuelle de 6% du développement de ce secteur-là. Bon, on voit bien avec une quatrième piste à Orly. Voilà, il y avait un nouvel aérogare qui devait se construire, etc., etc. On voit bien que tout ça est en train de s'effondrer. Je pense que même si l'État met des milliards pour essayer de sauver Air France, finalement, le secteur va vivre, à mon avis, une décroissance non pas voulue, malheureusement, mais mécanique liée au fait que le tourisme de masse, l'ensemble des infrastructures qui sont liées au tourisme de masse sont toutes impactées. Et je ne vois pas comment la machine pourrait redémarrer comme elle a fonctionné avant la Covid. Est-ce que je peux intervenir? Voilà. Allons-y, on va ouvrir, même si on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous en prie. Ouais. Je voudrais une réaction des intervenants et de M. Doubre. Voilà, on est à deux opportunités, enfin deux extrêmes. D'un côté, on se pose la question de la biodiversité, et de l'autre côté, on est devant des malades qu'on ne traite pas. Parce que moi, je ne suis pas un complotiste, je suis médecin, et je sais pertinemment, et c'est démontré, que beaucoup de traitements sont efficaces. Et donc, on n'en parle même pas dans les médias. C'est-à-dire que dans les médias, même chez vous, M. Doubre, que je lis activement, je veux dire, je vois les échecs de je te confine, je te confine pas, comme j'ai lu dans le dernier numéro. Moi, je pense il manque vraiment dans les médias des gens qui aient le courage d'aller voir des gens qui sont que 20 000 hein, inscrits sur Réinfo Covid. 20 000, c'est énorme. Et donc, les gens ont pris des positions et répètent ce que disent les scientifiques, tant au niveau de la port des masques, au niveau des comportements, qu'au niveau de l'ouverture, qu'au niveau de l'activité physique, qu'au niveau d'un tas de médicaments préventifs. On n'entend rien du tout. Donc moi, j'aimerais bien que vous fassiez le lien entre tout ça, parce que c'est beaucoup de colère derrière et c'est beaucoup de blocage. On a beaucoup de mal effectivement à faire avancer ce genre d'idées. Merci. Alors, merci, mais il se trouve qu'on en a parlé en réunion de rédaction ce matin. Il semble qu'il y ait un mouvement de médecins, enfin de médecins et d'autres, notamment sur la question des traitements, et que même l'ARS, je crois, enfin les ARS
empêcherait, en tout cas, moi, j'ai pas du tout enquêté, j'ai pas du tout travaillé là-dessus, mais surtout que c'est pas mes sujets habituels, mais est-ce que c'est exact, je sais pas, que l'ARS empêcherait certains médecins de prescrire parce que tout va vers les vaccins et il n'y a que les vaccins, les vaccins, les vaccins. Je sais pas si vous Ouais. pouvez. Alors, ouais, enfin, ça, c'est Oui. aussi ce que j'ai entendu, moi, de la Mais part j'en des sais scientifiques qui rien, hein, travaillent sur cette question. quelqu'un me. Voilà. Vas-y, Marie-Monique. Oui, effectivement, parce que dans la gestion à court terme, en recherche de vaccins, je vous ai dit, bon, ok, c'est légitime, mais on peut se poser des questions, mais c'est légitime. Recherche de traitement, zéro. Pour l'instant, zéro. Et c'est ce que soulignent d'ailleurs les scientifiques que j'ai interviewés. C'est assez étonnant quand même, hein, parce que ce qu'ils disent aussi, c'est que, parce qu'on n'a pas abordé plus cette question, mais ce qu'ils disent aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette Covid n'est pas très meurtrière, excusez-moi de dire ça, parce que quand on est médecin, on n'a pas envie, enfin, mais par rapport à d'autres virus possibles, et que le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux pour s'occuper des gens à risque, qui ont des facteurs de comorbidité, parce que si on en avait assez, il n'y a aucune raison de fermer, de mettre à genoux l'économie. Et ils disent même, en fait, la meilleure protection qu'on pourrait avoir, c'est qu'on l'attrape tous, parce que ce virus est assez surprenant, hein, parce que comme vous le savez, eh bien, il y en a qui l'ont et qui n'ont rien du tout, qui sont asymptomatiques, d'autres qui peuvent avoir de graves problèmes parce qu'ils ont des facteurs de comorbidité. Mais la grande majorité de la population, c'est quand même un virus très peu létal. Enfin, voilà. Et si on veut se protéger, il vaudrait mieux qu'on l'attrape tous. Sauf on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux pour prendre en charge et soigner les gens. Enfin, apparemment, il y a très peu de recherches pour trouver des traitements. Indépendamment du problème des lits dans les hôpitaux qui permettent de prendre en charge les gens qui ont des complications respiratoires très fortes, donc pour les appareils respiratoires, bon, c'est ce qu'il faut. Bon, je rappelle, 100 000 lits fermés en 20 ans, bon, voilà, c'est tout, et puis on n'a pas ouvert depuis un an. Donc, c'est quand même ça le problème, hein, franchement. On en a même fermé. Et là, clairement, Oui, on en a même fermé. On continue à en dans fermer. une vraie. Oui, oui. Alors, on l'a dit et redit, mais c'est vrai, c'est une crise du soin, mais véritablement, c'est-à-dire aussi, c'est ce que m'ont dit d'ailleurs encore une fois ces scientifiques, le soin qu'on porte aux écosystèmes, le soin qu'on porte aux animaux, le soin qu'on porte aux personnes malades, évidemment, les services de soins qui sont les hôpitaux qui voilà, qui peuvent plus remplir leurs fonctions, parce que c'est hallucinant quand même. Et j'insiste parce que, enfin, il faut le dire avec prudence, parce que sinon on vous dit que vous êtes complotiste, mais moi je m'en fous. Enfin, quand même, comment on en est arrivé là, à mettre par terre une économie avec un virus aussi peu mortel, hein? J'insiste. Même si, évidemment, il y a trop de morts et tout ça, parce qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux, enfin, tout simplement. Enfin. Donc, ça, il faut quand même le répéter. Et parce que j'ai dit ça parce que si, imaginez un virus qui soit 10 fois plus mortel, hein, donc qui ne tue pas moins de 0,1%, mais 1% déjà, comment on va faire? Et je ne parle même pas d'Ebola, parce que vous verrez, ça m'a fait un peu flipper d'ailleurs quand le virologue gabonais que j'ai interviewé disait que Ebola, pour l'instant, vous savez, n'est pas transmissible par voie aérienne. Hein, c'est uniquement par contact avec les fluides des malades qui ont été contaminés. Donc, transpiration, urine, ça peut être aussi évidemment des seringues qui sont mal désinfectées, etc. Mais il me dit, rien n'exclut que ce virus un jour mute et devienne transmissible par voie aérienne. Et je rappelle qu'il tue 60 à 80% des gens contaminés, Ebola. Alors là, on n'ose même pas imaginer ce que ça peut produire. Voilà. Donc, il faut se battre. On sait ce qu'il faut faire, mais et notamment pour, on sait tous, hein, pour un service public de qualité où les personnels soignants peuvent soigner dans de bonnes conditions et on a suffisamment d'infrastructures pour pouvoir soigner tout le monde sans discrimination sociale, etc. Et si on avait eu ça, on n'avait pas besoin de foutre l'économie par terre. Hein. C'est ce que moi j'ai compris. Hein. Absolument. Si je peux ajouter un truc, comme je connais bien l'Italie, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en Lombardie et du système de santé lombard qui est supposé être un des meilleurs d'Europe, qui a littéralement implosé vu le nombre de malades en état grave qui sont arrivés. Mais le système lombard, c'est la ville de Milan, c'est la ville de Berlusconi et c'est le système qui a été le plus privatisé et le système public de santé qui a été le plus détruit en Italie avec la Vénétie, quoi. Contrairement à la Toscane ou l'Émilie-Romagne, qui étaient des villes jadis gérées par le Parti communiste italien, mais qui avaient beaucoup investi sur le public et qui ont beaucoup mieux résisté, quoi. Donc,
Il y a un lien entre cette perte de nos défenses immunitaires et la perte j'allais dire par analogie, de nos défenses immunitaires sociales. C'est-à-dire qu'en même temps, on a effectivement progressivement désossé les services publics, désossé les services hospitaliers, désossé, etc., etc. Et on voit aujourd'hui effectivement notre incapacité, sinon à travers l'emballement, parce qu'en réalité, moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est une sorte d'emballement planétaire avec énormément de décisions politiques qui sont bricolées parce qu'effectivement, ils ont perdu le sens même de la décision publique. Et on le voit aussi à travers, effectivement, la situation du service hospitalier public dans notre pays, quoi.